Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous. www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Commençons par une bonne nouvelle. Non, Macron ne caracole pas en tête, même si certains sondeurs corrompus à la botte de l'État donnent le fossoyeur de la nation au plus haut des estimations. Eh bien non, 95% des gens n'en veulent plus, selon un sondage RTL, pour une fois qui ne vont pas dans le sens de la doxa. Nous pouvons les croire, et en même temps, il me paraît que c'est quand même une évidence. Bonsoir et bienvenue dans ce dernier rendez-vous de la semaine avec La France Libre, l'émission du Conseil national de transition, canal historique, avec ce soir un invité, Franck. Nous avons également nos chroniqueurs habituels, Bruno et Philippe. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Eh bien, le CNT Canal Historique a son rôle à jouer dans la divulgation d'informations qu'on n'entend pas sur sur les médias mainstream. Ici, nous sommes sur une chaîne Crobunker, qui est une chaîne libre où chacun peut s'exprimer. Et à ce sujet, je voudrais rappeler quelque chose de très important, c'est que le CNT Canal Historique rejette absolument toute forme de censure, malgré les pressions qui ne manquent jamais d'exister de part et d'autre, qui essayent toujours de nous faire taire. Donc, je répète, le CNT Canal Historique rejette toute forme de censure, car c'est la voix du peuple. Tout le monde peut venir s'exprimer ici en toute liberté. Et c'est pour cela que ce soir, nous avons la joie et la chance de recevoir Franck Coustet, qui est quelqu'un que je connais déjà depuis pas mal d'années, qui est un ami et qui est un ancien fiscaliste international. Je dirais même qu'il l'est toujours, mais bon, suite aux événements qu'il va nous raconter, il a subi des menaces, et même pire que des menaces, parce qu'il a dévoilé un scandale depuis déjà pas mal d'années. Il a aussi d'autres moyens de s'exprimer. Il s'exprime déjà de son côté en tant que lanceur d'alerte. Mais en fait, il est lanceur d'alerte, mais en même temps, il a subi lui-même plus que des alertes. Donc, il nous expliquera ça tout à l'heure. Je voulais dire aussi une chose intéressante pour tout le monde, c'est que lundi, nous allons recevoir à nouveau dans notre émission le professeur Fourtillan, accompagné de notre ami Cédric, qui est donc lui aussi membre du Conseil national de transition canal historique et qui va nous faire à nouveau lui aussi des révélations. Parce que le temps des révélations est venu, les choses s'accélèrent. Et je voulais, pour terminer ma première intervention, je voulais citer Roland Hureau, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle L'homme qui n'aimait pas la France et qui raconte dans son livre toutes les magouilles et tout ce qu'a fait Macron pour enfoncer notre pays avec la complicité et je dirais même le soutien et je dirais même encore plus les ordres qu'il reçoit comme un petit chien de la part de Bruxelles et des gens qui sont au-dessus, entre guillemets, c'est-à-dire les gens du soi-disant nouvel ordre mondial. Donc, je vous invite à revoir donc cette émission qu'il a fait sur Télé Liberté, où il dénonce tout ça pendant une émission qui dure à peu près 30 minutes et qui est vraiment très intéressante. Voilà. Je te passe la parole à toi, Philippe.
Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais simplement revenir rapidement sur les personnes que nous avons reçues donc mercredi dernier dans notre direct, à savoir Ariane Bilgrand et Vincent Pavant pour leur dernier ouvrage à quatre mains qui s'intitule Le débat interdit. Alors, il semble que suite à une réception tardive de la version papier, j'ai mal interprété leurs pensées au sujet des vaccins. Alors, ces vaccins, dans leur esprit comme dans le nôtre d'ailleurs, procèdent d'expérimentation médicale. Qu'on se le dise, c'est vrai pour eux et c'est vrai pour nous. Donc les conclusions sont évidentes. Nous sommes bien sur la même ligne et Ariane et Vincent et le CNT-CH. Voilà la précision qu'ils m'ont demandé d'apporter à juste titre, puisqu'il y avait à la fin de ma conclusion sur leur ouvrage plus qu'une ambiguïté, tout simplement une erreur de forme dont je tiens à m'excuser. Voilà, je passe la main à qui veut bien la prendre. C'est toi. Eh bien, c'est si chaleureusement proposé que je vais prendre la main. Merci Philippe. Allez. De regarder l'actualité en images et nous commenterons juste après. Les 5,5 millions de fonctionnaires, le gouvernement promet un geste pour leur pouvoir d'achat. Leur point d'indice, qui était gelé depuis 2017, pourrait être revalorisé dès cet été. Une annonce à 26 jours de la présidentielle, c'est évidemment un hasard du calendrier. Non, c'est l'inflation qui revient. Pour l'inflation, on a l'indemnité inflation, évidemment, qui est versée également aux fonctionnaires. Et on a toutes ces mesures de revalorisation dont je parle, qui sont beaucoup plus efficaces pour soutenir le pouvoir d'achat qu'une hausse générale, qui est une mesure de facilité. Les gouvernements précédents qui faisaient ça d'ailleurs en fin de quinquennat, il n'augmentera pas parce que ça aurait été une mesure Il de est facilité. gelé depuis plus de 10 ans. En général, en fin de quinquennat, augmenter le point d'indice, c'est une mesure électoraliste. Tout le monde était content, tout le monde avait la même augmentation. Et donc, c'est pas une décision, électoraliste. Le point d'indice, c'est un débat binaire. Tout ce qu'on a fait depuis 5 ans, c'était de sortir ce débat binaire. Et c'est un choix politique assumé. Le choix politique qu'on a fait, c'est de dire, on va pas, entre guillemets, augmenter tout le monde d'un tout petit pourcentage. On va assumer. C'est vrai que c'est un choix politique fort, hein. C'est peut-être même pas une décision politique, c'est d'abord une décision économique. Ça, c'est que dès le début, j'ai affiché aussi la volonté d'arriver à améliorer la condition des professeurs. Et bien sûr, il reste beaucoup à faire sur cette question. Mais les professeurs les plus jeunes ont été augmentés pendant ce quinquennat. Entre 2020 et 2022, c'est plus de 160 € par mois sur la fiche de paye pour les professeurs les plus jeunes. Donc le processus a commencé, il va continuer si Emmanuel Macron fait le deuxième quinquennat, puisque ce qu'on a vu l'éducation était au centre du premier quinquennat, elle sera encore davantage dans le deuxième quinquennat. C'est pourquoi oui, il faut voter Emmanuel Macron, vive Emmanuel Macron, vive notre pays, vive l'éducation. L'actualité en images et un joli discours de Michel Blanquer, gentiment remercié. Ah oui, on n'a pas eu l'occasion de bien comprendre ses paroles, mais on a vu qu'il s'était fait plein d'amis, hein, il y a aucun problème. Quant à la dame juste auparavant, je dirais que la saison de ski touche à sa fin, puisque slalomer comme elle slalomait avec les mots et avec les tout et son contraire, on a envie de lui dire que ça ne peut pas durer toute la vie et qu'elle va finir bientôt sur le caillou et qu'il va falloir qu'elle se trouve un refuge ou quelque chose, un autre endroit où sévir, en quelque sorte. Hein, voilà. C'est ce qu'on a envie de dire, en tout cas, c'est ma réflexion. C'est même plus du grand art, c'est du grand sport. Ça nous rappelle l'histoire des masques. C'est ça. Ce soir, donc comme tu l'as annoncé en début d'émission, Bruno, nous avons la chance de recevoir Philippe Coustet. Philippe Coustet, anciennement... Franck Coustet, pardon, excusez-moi. Anciennement fiscaliste international qui va nous faire des révélations sur les institutions, sur l'Europe, sur la France. Bonsoir Franck. Bonsoir à vous tous, bonsoir au CNT. Je suis ravi d'être là avec vous ce soir, parmi vous, et puis de pouvoir peut-être mettre ma pierre à l'édifice de ce que vous savez, de ce que vous voyez, de ce que vous dénoncez quotidiennement ou par vos démissions, j'allais dire, hebdomadairement. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on est, comme je l'ai dit juste avant, on est effectivement... Oui, la fin d'un système, fin de quelque chose qui doit prendre de toute façon fin à tous les niveaux. Et je vous raconterai donc cette affaire est une affaire d'abord personnelle, hein, et ensuite ça devient une affaire judiciaire, et enfin ça devient une affaire politique.
Et cette affaire politique, bien entendu, à la fois, j'allais dire, au niveau du Luxembourg, puisque ça a commencé au Luxembourg et c'est issu du Luxembourg, mais aussi ça concerne la Belgique et ça concerne enfin la France qui est l'élément le plus important, en tout cas en ce qui me concerne, puisque je suis français, et puis parce que tout simplement, j'attendais quand même de ce pays qu'il puisse non seulement me protéger, mais qu'il puisse également donc m'aider à recouvrer la vérité, ce qui n'a pas du tout été le cas, au contraire, et je vais l'expliquer, j'espère, dans mes phrases et en étant suffisamment concis, parce que ça dure depuis maintenant, en ce qui me concerne, 2009, hein, donc on est à quasiment 13 ans, hein, vous voyez comme quoi la justice est longue, mais elle n'est pas encore finie, et puis on verra l'issue de cette affaire, parce que pour l'instant, en tout cas, la justice luxembourgeoise ne daigne pas, hein, tout simplement collaborer, ne daigne pas tout simplement donner la vérité. D'ailleurs, dernièrement, j'ai encore écrit à un organisme qui normalement repère les traces de blanchiment international. Ils n'ont rien, enfin, ils font semblant de rien avoir. Donc ça montre à quel point on est au bout d'un système. D'ailleurs, en parlant d'organismes internationaux, je pourrais vous citer l'OLAF, je pourrais vous citer le GAFI, je pourrais vous citer également le CRF au Luxembourg. Donc, c'est absolument scandaleux. On fait des lois pour que vous les respectiez, mais eux sont au-dessus des lois. Alors, cette affaire, tout début, c'est d'abord une affaire, comme je dis, personnelle et d'argent. En fait, en 2009, avant 2009, j'aide mon ami pendant un certain temps parce qu'il pense avoir une donation. Il devait recevoir une donation depuis quasiment 2006. Je ne vais pas vous faire les détails, mais en fait, il devait recevoir un terrain sur lequel il devait construire et puis ensuite, il recevait une autre donation. Et finalement, en 2008, il prend une maison parce que ça a trop traîné. Trop traîné parce que, on le saura plus tard, hein, c'est facile de le dire aujourd'hui, mais à l'époque, on ne comprenait pas. Parce que le notaire n'avait jamais le temps de la faire, cette donation. Et donc, en 2008, il prend une maison, il fait un compromis, il n'a pas l'argent, et puis finalement, en 2009, là, il signe enfin devant le couple avec 2 témoins pour bien montrer que le couple était tout à fait sain de corps et d'esprit. En juin 2009, il décide enfin donc de faire cette donation testamentaire, c'est-à-dire en réalité, il doit recevoir la somme de ce qu'il aurait dû percevoir en nature par un terrain. Donc cette somme, il va le recevoir, j'allais dire, en cash, si j'ose dire. Et il doit d'ailleurs la réinvestir dans un bien immobilier. Et comme sa maison coûte moins cher, et puis surtout comme je l'ai aidé, il me décide également de me faire une donation, donc dès le mois de juillet. Donc moi, je vois cette donation testamentaire. Alors testamentaire, c'est-à-dire que derrière, le couple lui donne l'intégralité donc de sa fortune, qu'il ne connaîtra. On parle de quel montant? On ne connaît pas. Montant à peu près, Franck? C'est important. Alors aujourd'hui, on parle en 2013, on saura que cette fortune s'élève à 125 millions d'euros. Et à l'époque, on n'a aucune idée de cette fortune. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, quand il vient au mois de juillet, il sait que je suis embêté avec un prêt immobilier. On va reparler de la banque tout à l'heure, Bruno. Il sait que je suis embêté. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi je suis embêté avec ce prêt immobilier, puisque j'avais par ailleurs une trésorerie qui comprenait quasiment la moitié du prix de la maison, de l'immeuble. Hein. Je voulais acheter un immeuble, enfin, j'avais acheté un immeuble donc au Luxembourg, plus précisément à Dudelange, hein, dans le pays du Luxembourg. Et en 2009, ma banque tergiverse pour pouvoir me refinancer ce qu'elle m'avait octroyé à la moitié de la somme un an plus tôt. Et là, déjà, je ne comprenais pas pourquoi. En fait, en 2009, mon ami vient me voir et dit, voilà, regarde, ça y est, je suis l'héritier donc de ce couple. Donc, il devait recevoir cette donation et ensuite, il devait recevoir, au décès du premier, l'usufruit de celui qui était décédé et celui qui restait en vie, donc garder, la nue propriété, pardon, lui devait recevoir la nue propriété, donc c'est un montage tout à fait classique. Hein. Et donc, celui qui était survivant gardait l'usufruit et au décès de la deuxième, il recevait l'intégralité de cette famille, de l'actif de cette famille. Mais en 2009, quand il me montre le document, moi, ce que je vois, c'est qu'il recevait tout, mais je ne savais pas de combien. Et lui non plus, d'ailleurs. Et puis, il me dit, t'en fais pas, ça va prendre 15 jours, parce que moi, je suis aussi, j'allais dire, pressé que cet argent arrive pour que je puisse également, puisqu'il me promet de me payer mon immeuble, et on n'avait aucun souci de confiance l'un envers l'autre. J'étais son confident comme il pouvait l'être, et comme je l'avais pu l'aider, puisque par ailleurs, depuis 2 ans, il traînait un peu la langue. Il avait eu
des soucis dus au fait au jeu de changement. Il faisait beaucoup d'heures, mais c'était payé comme avant, enfin, au Luxembourg. Et puis d'autre part, parce que tout simplement, ses enfants faisaient des études. En juillet, donc, il me propose, je vois cette donation testamentaire où il n'y a aucun chiffre pour répondre à Bruno, donc je n'étais pas au courant du montant, et lui non plus, c'est-à-dire que l'héritier non plus. Et puis, ça commence à traîner. Donc, on m'a dit, bon, attends, ça va attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et on arrive déjà en 2010, en juillet 2010, et là, je dis, écoute, Francis, il s'appelle Francis. Francis, écoute, ça fait déjà 1 an que ça dure. Il me dit, oui, mais tu comprends, il y a un délégataire qui s'est suicidé. Bon, d'accord, je peux comprendre qu'on va attendre. Donc lui était confiant parce qu'en réalité, il savait très bien que de toute façon, s'il ne recevait pas une donation, il recevait donc il ne recevait en fait l'héritage, tout simplement. Et puis on attend encore quelques mois, 8 mois. Et là, donc, mon ami qui est effectivement à bout de course financièrement, il dit, écoute, ça peut plus durer, je vais aller voir la veuve, tu viens avec moi, et puis on va discuter donc avec Yvonne. Et je lui dis, bien sûr, puisque j'étais concerné, il m'avait d'ailleurs augmenté au fur et à mesure parce qu'il voyait bien que j'étais dans la mouise, et ça commençait déjà, je perdais des clients, je comprenais pas trop pourquoi. Il y avait des choses assez bizarres qui se produisaient dans cette vie depuis pratiquement 2 ans. Et là, donc, en février 2011, on va voir la veuve, et puis elle me connaissait, je lui avais d'ailleurs conseillé, j'avais pu manger une fois avec le couple, c'est-à-dire son mari et elle, comme j'étais fiscaliste international, je m'étais renseigné sur la donation et la succession et les taux, en fait, en termes de succession et donation. Et donc, elle m'a reconnu tout de suite, Yvonne, elle me dit « Ah, c'est bien, Franck, tu es là, c'est bien. » Et puis, mon ami Francis lui explique ce qui se passe. Il lui dit « Voilà, écoute, Yvonne, je t'ai pas pressé, moi, je t'ai jamais rien demandé, mais tu sais que la donation n'a jamais eu lieu. » Comment ça ? Comment ça ? L'argent a été payé, les impôts ont été acquittés. Jacques Delvaux n'a pas fait son travail. Et elle l'appelle devant nous. Et elle dit, mais c'est quoi ça? Depuis 1 an et demi, c'est pas réglé, cette affaire de donation? Et elle entend au téléphone, le gars, il était un peu vexé, quoi, et il lui dit, oui, ça va être fait dans la semaine. Enfin, on entend, voilà. Tu parles de Jacques Delvaux, c'est un notaire, je suppose. C'est un notaire, pardon, excusez-moi. Oui, c'était un notaire. Voilà. C'était le notaire, en fait, de la famille pour ça. Et donc, rassuré, parce que je voyais que ça filait le temps, et puis ma banque commençait à me faire des soucis. Et de très gros soucis. Ils menaçaient de vendre mon immeuble en vente publique. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait pour 1/10 de ce que ça valait. Pour le racheter, donc, sûrement pour le racheter par derrière, en dessous, par derrière. Alors ça, avec égal à eux. J'ai regardé, il n'y a pas eu de revente, mais je pense qu'ils ne voulaient pas trop le faire parce que vous allez comprendre que c'est encore plus grave que ça. En fait, en 2009, quand Francis me propose, et je reviens un petit peu en arrière parce que c'est intéressant ce que tu viens de dire, Bruno, donc je vais répéter ce qui s'est passé. En fait, en 2008, ça faisait déjà 2 ans que ça traînait, que la banque m'avait promis de me financer. Et puis au final, ils ne m'ont pas financé. Donc en mai 2008, je dis, écoutez, je vais quitter votre banque. Et ils savaient, puisque mes affaires marchaient bien, ils savaient quand même qu'il y avait quand même pas mal d'argent qui arrivait sur les comptes. Et que par ailleurs, je lui avais déjà dit que j'avais la moitié. Alors la moitié de cette somme qui avait disparu parce que je devais payer, puisque le propriétaire attendait les fonds, j'ai dû payer des loyers, j'ai dû payer des travaux, j'ai dû payer des acomptes. Donc j'avais quasiment plus rien. Quand en 2008, il me dit, écoutez, on va vous financer à moitié. Je parle de la Banque Populaire Lorraine-Champagne et notamment dans l'agence de Thionville. Et ils m'ont dit, vous en faites pas, si vous payez bien pendant 1 an, je vous promets que l'année prochaine, on vous financera la totalité de l'immeuble. Je m'arrête là pour bien montrer à quel point, quand on parle d'une affaire politique, il y a des ramifications toujours mafieuses, et notamment franc-maçonne, pour être plus clair, puisque je me suis rendu compte par la suite que le directeur d'agence était franc-maçon. Mais il n'y a pas que le directeur, je pense que ça devenait le plus haut. Et puis en juin 2009, c'est d'ailleurs le directeur d'agence qui me rappelle, avec qui je n'ai jamais eu de problème, je tiens à vous le dire, jusqu'à cette rupture. Il me dit, écoutez, on a vu que vous aviez bien payé, il n'y a aucun souci, on va vous refinancer l'immeuble. Je dis tant mieux, parce que là, mes locataires sont partis parce que je n'ai pas pu faire les travaux que je devais faire. Donc là, je suis plus à 12% de rentabilité, et j'en suis à beaucoup moins. Oui, vous en faites pas, ça va aller.
Et donc, j'ai un premier rendez-vous avec lui, puis là, il veut me faire signer un billet à ordre parce qu'il voit que mon compte professionnel est débiteur. Donc, il me dit, écoutez, on ne peut pas présenter un crédit comme ça, donc on va faire un premier billet à ordre. Écoutez, pas de souci. Si c'est ça je connaissais même pas le billet à ordre. Hein. Moi, je suis fiscaliste, je suis pas du tout dans la banque, hein, je suis pas financier, faut pas confondre, ni chargé de patrimoine. Donc, il me dit, on va faire un billet à ordre, comme ça va rétablir les comptes, et puis je vais demander le crédit, ça devrait passer. Et au moment où mon ami propose cette donation, j'ai un deuxième billet à ordre parce que le billet à ordre ne peut durer qu'une première fois, c'est-à-dire que ça dure un mois. C'est un crédit court terme. Et il pensait qu'il en aurait suffisamment pour pouvoir demander ce crédit. Et puis là, donc, en signant le deuxième billet à ordre, il regarde mes comptes, tout ça, il s'arrête. Il se tourne vers moi et il fait, vous savez que Natixis va très mal. Natixis, c'est une entité holding au Luxembourg. Et moi, qui était à des milliers de kilomètres à penser que ça pouvait être lié, je lui fais pourquoi? C'est pour ça que vous avez autant de mal à me financer mon immeuble? Alors il sourit, il dit non, mais je voulais que vous le sachiez. J'ai trouvé ça tellement bizarre, tellement incongru que je me suis demandé pourquoi il me disait ça. Et puis, au mois de septembre, octobre, on me propose même pas de re-signer un billet à ordre alors qu'il y a toujours ce débit. Et finalement, ils me financeront jamais l'immeuble. Et comme par hasard, le directeur sera promu au mois de septembre, début septembre. Et il me dit, vous en faites pas, votre dossier est toujours en cours. Sauf que moi, mes clients partaient, ceux qui avaient parce que c'était un immeuble à la fois professionnel, personnel, et puis également, bien entendu, loué parce que c'était assez grand, loué pour d'autres entités, d'autres sociétés, tout simplement. Et là, donc, ça traîne jusqu'au moment où la banque me menace et jusqu'au moment où la banque me le vendra en 2013, avec des reports. Mais en 2009, c'est comme ça qu'il me l'a vendu. Et en 2009, au même moment, mon ami me dit, écoute, je veux faire une donation. Et je lui dis, écoute, tant mieux parce que je te la rendrai. Il dit, non, avec tout ce que tu m'as aidé. Et je dis, écoute, ma banque, je sais pas ce qu'elle fait. Je tiens à vous le dire parce que la banque est évidemment mouillée dans cette affaire. La banque a suivi en fait le cursus et elle a obéi aux ordres de Juncker. Mais revenons aux pérégrinations de cette affaire. Donc, affaire privée jusqu'en 2011 où Yvonne appelle le notaire. Ça tarde encore toujours. Entre-temps, il y a une nouvelle voiture que j'avais donnée à mon ami et je lui dis, là, je peux plus attendre. Il me dit, oui, je comprends, mais écoute, je sais pas ce qui se passe. J'ai vu Yvonne, normalement, il y avait... Et je décide, au mois septembre 2011, d'aller voir Yvonne, qui me connaissait, avec les reconnaissances de dette, avec les créances que m'avait faites mon ami, pour lui dire, Yvonne, ça peut plus durer, maintenant, il faut absolument que je puisse toucher cette donation, parce que sinon, je vais devoir vendre mon immeuble. Et c'est comme ça que je me mets dans cette affaire. Là, je me rends compte qu'Yvonne n'est plus à sa place, qu'elle n'est plus donc là où elle habitait. Je me rends compte que la deuxième maison n'est plus non plus habitée. Elle n'avait jamais été habitée d'ailleurs, mais bon, là, je me rends compte qu'elle n'est même pas habitée, puisque les herbes sont très hautes. Et je prends des détails parce que c'est important. Et puis ensuite, je me dis, mon ami m'a pas dit la vérité. Donc, au lieu de l'avertir, je commence à chercher dans les maisons de retraite, parce que je me suis dit, ce qui d'ailleurs a été d'ailleurs conclu par la suite, parce que je me suis dit, si elle était décédée, il aurait forcément touché l'héritage, on n'en parlerait plus. Donc, je commence à faire les 57 maisons de retraite. Et à la 57e ou 56e, donc il y avait eu 2 homonymes, on me dit oui, elle est là. Très bien, qu'à cela ne tienne. Donc, je vais voir pour confirmer si c'était bien elle. Et là, je la reconnais bien, je vais la voir. Je lui dis bonjour, je parle de ces animaux qu'elle aimait beaucoup. Elle ne me reconnaîtra pas. Et du coup, je m'en vais parce que comme elle ne me reconnaît pas, ça ne sert à rien. Et le lendemain, alors fort heureusement pour moi, j'avais enregistré cette conversation, la première conversation que j'ai enregistrée. C'est d'ailleurs pour ça que la maison de retraite a du souci à se faire. Et le lendemain, mon ami vient en sifflotant, en disant « Oui, ça va arriver, t'en fais pas ». Je dis « Bon, Francis, tu vas arrêter de me prendre pour un con ». Je dis « J'ai bien compris que tu n'avais plus de contact avec cette dame et que moi, cette dame, je l'ai retrouvée ». Ah, elle me dit « C'est pas possible. »
Alors, il m'explique pourquoi il m'a pris pour un con. Il me dit, tu sais, je savais très bien que si elle était décédée, le notaire m'aurait appelé, il y aurait été héritage. Et je dis, tu pouvais pas m'en avertir plutôt que de me laisser traîner comme ça et me raconter des bêtises, parce qu'il m'avait raconté quelques bêtises. Hein. Alors, il me dit, bah, écoute, je suis désolé, mais je voulais pas t'alarmer. Moi aussi, de mon côté, ça va pas bien. Ma femme, déjà, ça va pas très bien. Donc, je voulais pas alarmer parce que de toute façon, je savais très bien qu'il fallait qu'ils prennent une décision rapidement. Et je lui donne le numéro, le nom donc la maison de retraite qui s'appelle la Zita, hein, au Luxembourg. Et je lui dis, voilà, moi je l'ai retrouvé à la Zita. Et il dit, c'est pas possible. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, c'est pas possible parce que je les ai appelés 2 fois. Et 2 fois, j'ai donné son numéro de sécurité sociale. Et 2 fois, je lui ai donné l'adresse de cette dame, l'adresse où elle habitait. Et ils me disent qu'il n'y avait personne de ce nom-là, personne qui était là, et personne qui était là depuis si peu de temps. Je trouve ça très curieux. Comme j'avais des doutes avec ce qu'il m'avait raconté, j'ai dit, tiens, on va voir. On y va, tous les deux. Et effectivement, là, elle reconnaît, Yvonne reconnaît Francis, elle reconnaît tout le monde, elle me reconnaît enfin. Et ce qui est très curieux, si vous voulez, ça c'est important, c'est que quand je reviens la 2e fois, je vois son carnet de santé et je commence à regarder dans le carnet et je me rends compte qu'il y avait des médicaments qui avaient été donnés. Tout de suite, quand ils s'aperçoivent que je vois ce carnet de santé, ils me le reprennent. Quelques temps plus tard, 3 mois plus tard, quand je retomberai dessus en allant la voir, je me rendrai compte que les feuilles de soins avaient été découpées dans son cahier. Alors ça, déjà, ça m'avait turlupiné. Là-dessus, on commence à s'interroger sur le fait qu'on vient de la voir un peu trop souvent, qu'elle est fatiguée, alors qu'elle reprenait, comme disait Francis, elle reprenait du poil de la bête. Donc cette dame, je vais vous le dire aujourd'hui, elle a été droguée en vue peut-être même de la faire passer l'âme à gauche. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, je dis, écoute, on peut plus attendre. Maintenant, on est fin 2011. Maintenant, il faut relancer cette donation. Une deuxième notaire. La deuxième notaire est nommée. Et là, ça commence à prendre plus de temps encore, 6 mois, parce que tout simplement, la notaire, elle retrouve des comptes partout. Enfin bon. Je dis, mais on met pas 6 mois pour faire une donation, Francis. Donc, j'appelle la notaire. Et là, quand j'appelle la notaire, je lui dis, écoutez, j'ai appris entre-temps que la maison de retraite voulait un terrain. Alors, je vous garantis que si la maison de retraite prend un terrain, vous lui donnez un terrain, je porte plainte contre vous et contre la maison de retraite. Et là, je la prendrai par la police, enfin, mon ami me dira par la police plus tard, quelques mois plus tard, que la notaire qui avait volé des bijoux donc dans la maison de ces gens, qui avait volé un tableau, qui avait volé enfin de trucs, un bijou qui valait beaucoup d'argent parce qu'elle avait un quartier, je crois qu'il a une valeur de 700 000 €, un truc comme ça. La notaire, le soir même, elle est allée rapporter tout ça, mais elle se fera prendre par la police. Officiellement, la police dira que cette notaire, Martine Venandi, on va donner son nom, hein. Martine Venandi, donc, on apprendra que cette dame, en fait, c'était en plein accord avec l'héritier. L'héritier démentira d'ailleurs cette chose se fait au mois de juillet 2012. Parce qu'on arrive au mois de juillet déjà 2012. Et là, au mois de juillet, cette donation aurait dû se faire. Cette donation connue à cette époque-là, c'est-à-dire le 11 juillet 2012, aurait dû être de 23 millions d'euros. Et mon ami revient, moi je suis en train de prendre, on était avec son épouse, on n'était pas invités, hein, comme par hasard. On n'était pas invités d'ailleurs comme toutes les fois à cette réunion. On n'était pas invités donc à cette remise de transfert de propriété. J'étais avec son épouse, hein, Francis, et on était d'ailleurs dans un café. Quand on le voit arriver les mains dans les poches, dépité, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, écoute, tout se passait bien. Et puis au moment où ça devait se faire, il y a l'huissier du tribunal des tutelles a dit, bon, ben, puisque cette donation est faite, nous allons vérifier et nous reviendrons là-dessus. Donc, c'est une affaire vraiment privée. Voilà. Et puis, d'un seul coup, mon ami se fait appeler le lendemain par la police qui commence par essayer de lui dire, oui, la notaire, déjà, est-ce que c'est pas un voleur de petite vieille? Est-ce qu'il n'y a pas une escroquerie en bande organisée entre la notaire et puis Francis? Et puis Francis, il dit, vous rigolez ou quoi? Je suis l'héritier universel. Allez voir Yvonne et puis allez voir auprès de Jacques Delvaux le testament. Vous verrez.
Bien sûr, les policiers font leur travail, donc ils vont voir Yvonne. Yvonne, elle confirme que tout a été fait avec son mari, qu'il n'y a rien de changé, que ça ne changera rien, et qu'il est bien l'héritier universel, Francis, et qu'il y a un document qui prouve ça. Donc, la police commence, bien sûr, à raconter ce qui se passe. Donc, au mois de juillet 2012, la police dit, écoutez, voilà, je vais vous raconter. La notaire Martine Venandi était sous surveillance, et cette notaire a volé 12 millions d'euros. 12 millions d'euros. Et donc, on va vous les rendre, hein, bien sûr, hein, avec les 23, hein, donc on est à 35. On va vous les rendre, mais on va vous les rendre en une seule fois. Quand Francis revient et qu'il me dit ça, j'écoute, Francis, je suis désolé, mais là, c'est un peu limite, parce que je dis normalement, il devrait déjà, comment dirais-je, libérer cette première donation qui est connue au moment des faits. Et s'ils veulent mettre sur un compte séquestre pour les poursuites ensuite, eh ben, ils mettront sur le compte séquestre tout l'argent qu'ils retrouveront. Mais ils doivent, bien entendu, te libérer les fonds. En tout cas, les 23 millions. Il me dit, bah, ouais, mais enfin, ils m'ont dit ça, moi, je les écoute. Puis il commence, il a des rendez-vous. Et là où je sais que c'est vrai, parce que, en fait, moi, j'en avais pas parlé à mon ami, c'est que la police dit comme ça à mon ami, il fait, mais Franck Coustet, quel rôle a-t-il? Il dit, c'est mon meilleur ami, il m'a aidé, il doit recevoir une donation de cette donation. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressé. Il dit, vous savez que votre ami a appelé la notaire au mois de mai. Ah non. Et qu'au mois de mai, quand il a appelé la notaire en la menaçant, ainsi que la maison de retraite, d'aller porter plainte s'il y avait la vente d'un terrain pour la maison de retraite, eh ben, la notaire, le soir même, a rapporté le tableau, l'or et tout ce qu'il avait. Elle en a rapporté pour 1,5 million quand même, hein, rien que ça. Hein. Et donc, il n'était pas du tout au courant. Donc, il me raconte, il me dit, mais t'avais appelé la notaire? J'ai dit, bien sûr, je l'avais appelé. Parce qu'il ne savait pas que je la connaissais. Et à partir de là, donc, s'ensuit pendant 2 mois le fait que le ministère donc, de la cité judiciaire dit, écoutez, il faut attendre, il faut ceci, il faut cela. Et puis, plus rien. Quand je vois le truc, je dis, ça suffit maintenant. Je vois très bien ce qui se passait. Je le prenais pour un idiot. Il était de son métier, il était ouvrier. Bon, et puis il croyait hein, à la cité judiciaire, au juge, à tout ça. Donc, il ne pouvait pas remettre ça en cause. Mais moi, je trouvais ça très bizarre. Donc, le 16 août 2012, j'avais déjà déposé une plainte contre la maison de retraite au mois de juin 2012. Et là, le 16 août 2012, je dépose une plainte. Mais je ne dépose pas une plainte n'importe comment. Je prends une photocopie, une photocopie de ce que la plainte que j'avais faite, bien sûr, signée, hein, et je vais directement auprès du parquet général. Pas le parquet, mais le parquet général qui est au-dessus. Et là, donc, j'arrive au bureau du procureur général, qui est M. Robert Biver à l'époque, et je dépose à son secrétariat la plainte avec un tampon, et je demande qu'il me fasse un tampon sur ma plainte. Ils me font un tampon, ce qui justifie d'ailleurs de la date d'arrivée. Et mon ami, Francis, se fera appeler par le ministre de la Justice le 14 septembre 2012. Vous ne comprenez pas pourquoi. Il va chez François Biljeune. François Biljeune, qui, rappelons-le, est aujourd'hui juge à la Cour de justice de l'Union européenne. Il a été pendant 5 ans juge après 2013, puisqu'ils n'ont pas été réélus, et il reprend un mandat de 5 ans. Là, maintenant. Donc, il a été nommé à nouveau pour 5 ans en février 2021, et son mandat, donc, arrive maintenant en février 2022, donc il est pris maintenant pour à nouveau 5 ans. Je tiens à le préciser, c'est-à-dire qu'il a une chambre correctionnelle, il est juge d'une chambre correctionnelle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Je ferme la parenthèse et je reviens à ce mois de septembre 2012. François Biljeune dira à mon ami, écoutez, on ne veut pas de scandale sur la place, donc la notaire a jusqu'à la fin de l'année pour vendre son étude. Franck Coustet, qui avait une société en bis en faillite depuis le mois de mai, puisque j'avais plus de trésorerie, pourra rabattre la faillite, je la mets sous le coude, vous en faites pas. Comme il a subi un préjudice, nous allons augmenter, donc vous vouliez lui donner tant, et ben nous allons lui donner une indemnisation de tant. Donc il s'en fasse pas. Mais ce que je ne veux pas, c'est de scandale sur la place. Quant à vous, il lui propose, je ne sais plus, une exonération. Enfin,
Tout est beau, tout est magnifique. Et puis, il dira surtout quelque chose de très intéressant, pas très grave, quand on connaît après l'issue fatale. C'est qu'il dira, écoutez, partez en vacances, hein, loin, et puis ne dites surtout pas à Franck Coustet que cette idée vienne de moi. Quand il me dit ça, je trouve ça très curieux, moi. Bon, il partira pas en vacances parce qu'il avait les moyens, parce qu'il avait les animaux, hein. Il avait un chien, il devait s'en occuper, il pouvait pas partir. Et puis, ça commence à traîner. Donc, il commence à regrouper quelque argent. On apprend qu'il y a eu quelque argent qui avait été détourné, mais plus rien. Et puis, comme ils ne savent pas s'en sortir, déjà, dès la deuxième réunion, Juncker, on y arrive, hein, enfin, on est en octobre 2012, novembre 2012, Juncker prend part à cette décision, vient au rendez-vous. Alors, ils font ça très intelligemment parce qu'ils savent que tout est tracé. Donc, ils donnent rendez-vous au ministère de la Justice, à la cité judiciaire. Hein, donc, mon ami ira à la cité judiciaire, et puis là, dans une chambre à la dérobée, il y avait donc le Premier ministre de l'époque, Jean-Claude Juncker, et bien sûr François Bilgen, ministre de la Justice, hein, à l'époque. Donc. Et il commence à dire oui, ça prend un peu plus de temps, mais vous en faites pas. Comme ils voient qu'ils n'arrivent pas trop à rembourser, en décembre, ils essayent de trouver ils essayent même de court-circuiter en essayant de trouver un cousin éloigné qui avait déjà reçu d'ailleurs une donation. Et Yvonne, qui avait toute sa tête, qui a dit non, tout est fini, on avait fait avec mon mari, on ne bougera rien, on ne changera rien. Et lui, il a eu son truc et il n'y aura rien. Et là, donc, en fait, ils sont bien emmerdés. On est au mois de décembre 2012, ils sont bien emmerdés. Et ça traîne comme ça jusqu'au mois de février 2013. En cette affaire, il y avait deux autres parties à qui mon ami avait promis une donation, hein, une créance, et dont l'un est un ancien gendarme, et il me fait, écoute Franck, tu regardes si ta société est toujours là, parce que je n'avais aucune nouvelle, de ma société, aucune nouvelle de tout ce qui se passait. Donc il me dit, regardez, donc je vais sur barreau.lu, et puis je tape sur la société. Oh, stupéfaction, je me rends compte que ma société a été mise en faillite au mois de décembre 2012. Oh. Du coup, j'appelle la notaire pour savoir si elle a vendu son étude comme elle devait le faire. Je m'aperçois que la notaire est toujours notaire, donc à Clairvaux. Partie Vivendi était sur Clairvaux. Alors là, je dis, on s'est foutu de ma gueule. On s'est foutu de notre gueule. Donc, mon ami Francis passait régulièrement, et là, quand il passe, je dis, Francis, ça suffit. On s'est foutu de ta gueule. On s'est foutu de ma gueule, on s'est foutu de ta gueule. Et il dit, oui, ça suffit maintenant. Il dit, j'ai dit à Juncker, il n'a pas dit à Tartampion, il a dit à Juncker. J'ai dit à Jean-Claude Juncker que ça suffisait maintenant, que je voulais porter plainte. Et comme on était écouté dans l'immeuble, hein, ça je le savais, j'avais pu observer un certain nombre de choses, je lui dis, on va sortir. Mais il ne comprenait pas, lui, sortir, ça voulait dire sortir pour ne pas être entendu. Il me dit, de toute façon, je dois rencontrer Juncker demain et je vais lui demander de rencontrer donc le procureur. Et je lui dis, tu prends mes documents, tu prends mes plaintes. Pour vous dire un peu la naïveté de mon ami, il me dit, mais Franck, ça sert à quoi? Ils les ont déjà, puisque tu les as déposés. Je vois bien, il y a le tampon. Je dis, écoute, tu vas arrêter de me faire chier, parce que je montais un peu parce qu'il comprenait rien, il était un peu naïf. Donc, je lui dis, maintenant, tu vas arrêter, tu vas m'écouter, parce qu'on voit comment ça se passe, ça traîne depuis 9 mois. Donc, je dis, maintenant, attention, on va vendre mon immeuble. Je dis, maintenant, tu vas écouter ce que je te dis. Donc, tu vas prendre mes plaintes et tu vas l'apporter au procureur. L'après-midi, l'après-midi même, il m'appelle, il me dit, Franck, viens me chercher, j'ai eu un accident. En fait d'accident, donc, un bus de la ville de Luxembourg rentrera dans ma voiture, ce qui était ma voiture, et il projettera, il était cardiaque, hein, il nous entendait, il savait qu'il était cardiaque et qu'il ne prenait plus ses médicaments. Donc, le but final était bien entendu qu'il puisse avoir une crise cardiaque et tout se terminer. C'est pas ce qui s'est passé, la voiture a été en épave, oui, mais le choc a été tellement violent que c'est sa femme qui a eu 3 vertèbres déplacées et qui s'est retrouvée à l'hôpital. Mais le lendemain, ils peuvent plus faire grand-chose. Et là, déjà, moi, je lui dis, Francis, tu comprends un peu ce qui se passe? Parce que bon, une fois, il se suicide. Yvonne qui, au mois de février, alors oui, ce que j'ai pas précisé, quand on a perdu sa trace, c'est que suite à notre rencontre du mois de février 2011, quand on demande à Yvonne de relancer cette donation,
J'apprendrai quand je la retrouve au mois de novembre 2011 qu'en fait, elle est là depuis 8 mois, cette maison de retraite. Donc, elle a menti à Francis en lui disant qu'il n'y avait pas de dame de ce nom-là et qu'elle n'était pas là depuis 8 mois. Mais en plus, qu'en réalité, donc, Francis l'avait croisée encore, il avait été la voir parce qu'il avait su qu'elle était à l'hôpital. Donc, après, tenez-vous bien, le week-end, on va la voir. Cette dame tombe dans l'escalier quand même, hein. Elle tombe dans l'escalier, elle a un mal-être dont elle n'aurait jamais dû s'en sortir. Alors, je ne vais pas ici vous décrire comment on peut faire ce genre de choses. Alors, Franck, est-ce que mais les services de renseignement savent très bien comment on fait ce genre de choses. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire après, assez rapidement, tout ce qui s'est passé depuis jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les tentatives bizarres que tu as subies, avec le rôle de la France dans tout ça? Je vais d'abord finir Juncker parce que c'est très important. C'est très important de finir le Luxembourg et après je viens à la France. On ne parlera pas de la Belgique puisque de toute façon, c'est aussi la même chose. C'est bis repetita. Je termine Juncker parce que ça montre à quel point on est dans une mafia, un judiciaire. Enfin. Donc, je termine. En mars 2013, finalement, ils sont obligés de rencontrer le procureur général. Et j'en arrive à l'essentiel. C'est que quand il prend les plaintes, il les apporte au procureur général. Et il dit à Robert Bieber, donc avec Juncker, hein, on est en mars 2013. Et il dit donc à Robert Bieber, je veux porter plainte. Et Robert Bieber lui dit, attendez, il a l'habitude de plainte. Il dit, attendez. Vous savez, une plainte déposée, ça met 1 an et demi à être instruite. Ah, il dit, mais pas du tout. Pas du tout. Il dit, je vais vous remettre les plaintes que Franck Coustet a fait pour lui-même, parce que j'avais bien entendu un motif légitime à agir, mais également pour moi. Il a été mandaté. Voilà les plaintes. Et Robert Bieber tombe tout de suite sur la plainte du parquet général, qui est son bureau. Il commence à lire la plainte, 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, et il s'arrête. Il y en avait, je sais plus, 16. Il s'arrête, il fait, mais cette plainte, elle aurait dû atterrir sur mon bureau. Alors il dit, écoutez, revenez demain, j'en saurai plus, et puis on verra ce qu'on fera. Le lendemain, mon ami vient, on est en mars 2013 toujours, et là, Robert Bieber, dépité, lui dit, écoutez, j'aime mon pays, alors on va rendre l'argent et on va en rester là. Et c'est ainsi, donc je vais répondre à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire comment je sais. C'est ainsi que Robert Bieber fait une investigation. Et là, pendant son investigation, qu'est-ce qu'on découvre? Tout de suite, quasiment dans les 3 jours, on découvre que la famille Grand-Ducal a volé plus de 32,5 millions d'euros, dont le Grand-Duc, 25, le père, les sœurs, enfin 32,5 millions. On découvre également que Juncker a touché 7 millions à titre personnel. On découvre que les partis politiques du Luxembourg ont chacun touché 1,5 million. On découvre que François Biljeune a touché 5 millions d'euros. Et on découvre qu'en réalité, cette fortune de ces gens n'est pas de 35 millions d'euros, mais de 125 millions d'euros. Donc, il y a des tractations qui se font, ils font en fait un accord extrajudiciaire dans lequel ils disent, voilà, on va rendre l'argent, vous ne porterez pas plainte et on vous donne les intérêts et des dommages. Donc, entre mars et juin, sont signés tous les accords que Francis me répète. Donc, je sais exactement, enfin, dans sa globalité, je connais les versements et je connais les opérations et les virements de ces opérations. C'est pour ça qu'ils ne m'attaquent pas, parce qu'ils savent très bien qu'un virement, on le retrouve toujours. Et il y a des pays en ce moment qui devraient faire leur travail, parce que je vais en nommer un certain nombre prochainement, ce sera la prochaine étape, qui ont été avertis. Et je les somme de faire leur travail, puisque visiblement le Luxembourg ne veut toujours pas le faire. Je les somme à titre indicatif, parce que c'est des pays qui se prétendent chasser les criminels. Je vous rappelle que là, on est dans de l'argent criminel. C'est pas de l'argent seulement avec du blanchiment d'argent au sens fiscal du terme, et au sens frauduleux parce qu'il y a eu des faux certificats. C'est qu'on va découvrir après, je vous le dirai comment, on va découvrir qu'il y a eu assassinat. Et je vais arriver, après, je vais terminer le Luxembourg très rapidement parce qu'il y en a encore pour 2 minutes après, on arrive à la France et alors c'est encore plus scandaleux.
Mais il n'y a rien Donc, de nouveau, Franck. Il n'y a rien de nouveau donc, sous le soleil, Franck, parce qu'il est vrai que quand on regarde l'histoire de la création de l'Union européenne, ce sont la plupart du temps des anciens nazis qui ont tout simplement reconstitué le Quatrième Reich, donc avec les mêmes méthodes. Ça, c'est vous qui le dites, mais là-dessus, tu me rappelleras ça, parce qu'il y a un petit détail intéressant à donner là-dessus. Après. Je continue parce que on est en 2013, juin 2013. Juncker est soumis, donc il y a une affaire en parallèle, l'affaire Boumler qui rebondit. Et Juncker est obligé de démissionner, donc il ne peut plus rien faire. Il est en vacances, si j'ose dire. Mais il dit, vous en faites pas, je serai réélu. Il est élu depuis 18 ans. Donc il pense qu'il va faire un 4e mandat, enfin un 5e mandat, j'en sais plus. Et en fait, il n'est pas élu en octobre 2013. Et je termine par Luxembourg. Donc là, je commence à avoir compris ce qui se passait. Juncker était en train de négocier. Enfin, bon, bref. Et je termine en disant que j'ai demandé la sécurité policière à ce moment-là, au mois d'octobre 2013, en comprenant ce qui allait se passer. Octobre 2013, et j'en arriverai à la France en mars 2014, où je dépose la première plainte en mars 2014 auprès du parquet de Thionville en Moselle, où je demande non seulement la protection des 4 familles qui peuvent être des témoins, bien sûr, visuels et de ce qui s'est passé durant cette affaire, mais aussi le fait qu'ils cherchent par eux-mêmes, puisque l'héritier est un Français et, qui plus est, à cette époque-là, résident français. Pour terminer l'affaire Juncker, donc je vois qu'il n'y a rien, je somme, je mets en demeure le Grand-Duc, François Biljeune, Jean-Claude Juncker, toute la SMALA, y compris Martine Venandy. Je leur demande de rembourser l'argent et je leur demande de s'en rester là. En mars 2014, je commence, donc dès novembre 2013, je commence à avoir des premières tentatives d'assassinat. Ça se passe dans le bois entre Étanges-Grande et Élanges, où il fait nuit et je suis donc, comment dirais-je, je suis éclairé par un halo de lumière qui était censé me faire perdre la route, et au plein milieu, il y avait un arbre, et après, ça n'a pas arrêté. On mettra plus d'huile dans ma bagnole, mon moteur a failli exploser. Ensuite, toujours dans ce bois d'élange, on essaye de mettre, comment dirais-je, d'avoir une voiture de poursuite. Là, c'était les Luxembourgeois. J'étais avec mon petit garçon. Donc, je lui dis, tu te tiens bien. Je le laisse passer dans le bois. Il me faisait des appels de phare alors qu'il n'y avait personne. Et donc, je les laisse passer derrière moi dans un virage juste en sortant du bois. Et là, je les reprends. Il y avait d'ailleurs un camion qui était devant, un camion immatriculé en Belgique, qui était censé me prendre. Et un couple luxembourgeois, il me parle en luxembourgeois, enfin, il me parlait français avec un fort accent luxembourgeois. La femme était en train de remettre l'arbre. Donc, je lui ai dit, si ça continue comme ça va mal se terminer pour eux. Donc, ça a commencé comme ça, dès octobre 2013. Mais en juillet, j'avais prévenu bien avant le procureur général que j'allais porter plainte et que j'allais me constituer en France. Donc là, ils avaient très peur. Donc j'ai appris par la suite, en 2019, j'ai appris qu'ils avaient vendu la maison. Très vite, quasiment au mois de juin 2014. Et je me suis finalement constitué, puisque le parquet de Thionville n'avait pas répondu, je me suis constitué finalement au Luxembourg, où je disais déjà dans ma constitution de partie civile, c'est très important parce que ça donne véritablement le sens de ma plainte, qu'il n'y ait aucun doute là-dessus, c'est que je disais bien sûr qu'il y a eu des détournements, mais il y a eu des accidents plus que suspects. Ce que j'ignorais à cette époque-là, quand j'ai déposé ma partie civile, ma constitution de partie civile, ce que j'ignorais, c'est qu'en réalité, j'apprendrai quelques mois plus tard, en allant vérifier à l'état civil de Luxembourg, que François, le mari d'Yvonne, que François donc n'était pas mort, comme me l'avait raconté mon ami, au mois de juillet 2010, mais bien le 8 juillet 2009. Et donc, ça veut dire qu'il ne s'est pas suicidé avec sa carabine, mais qu'on l'a bien assassiné. Et quand j'avais déposé, j'avais marqué effectivement que j'avais des sérieux doutes sur un pseudo-accident. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, donc il y a une enquête criminelle qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le net, en disant qu'il y avait une ordonnance de Juncker contre Franck Coustet, une ordonnance dans laquelle donc il y avait une enquête criminelle. D'ailleurs, je tiens à repréciser que depuis mon ordonnance qui marquait l'objet de cette enquête, au Luxembourg, on ne met plus le type d'enquête que l'on fait. Vous voyez jusqu'où on va quand on parle des transparences. Je continue l'affaire luxembourgeoise pour en terminer par là. Je me suis constitué en 2015. Je viens voir, j'appelle la juge d'instruction, elle ne me répondra pas.
Je veux voir mon dossier. En septembre, on me dit revenez au mois d'octobre. Au mois d'octobre, le 15 octobre, enfin le 10 octobre, je viens voir à la cité judiciaire. Elle dit la semaine prochaine, ça sera au parquet. Et puis, en fait, en descendant, j'ai quelqu'un qui me tire par la manche et qui me dit c'est un scandale, j'ai honte pour mon pays. Je lui réponds mais pourquoi? Il me dit vous savez ce qu'a demandé le juge? Je dis non, il a demandé l'arrestation de Jean-Claude Juncker. Donc depuis octobre 2015, Jean-Claude Juncker devrait être arrêté. À partir de là, le parquet ne voudra absolument pas me faire voir le dossier. Il me fera même croire que le dossier est toujours chez le juge d'instruction. Et à partir d'octobre 2015, donc le 15 octobre 2015, je suis victime d'un nouvel acte criminel dans la piscine de Lorient en Belgique où je résidais parce que la France tentait de m'assassiner à maintes reprises. Hein. Et donc, j'avais voulu trouver la sécurité, la protection, la tranquillité. C'est même pas une protection, c'est la tranquillité à tourner en Belgique, comment dirais-je, en frontière avec l'île, hein, et qui me permettait de rentrer chez moi assez régulièrement, enfin chez moi, là où mon ami habitait, là où j'avais de la famille, et puis surtout de pouvoir être sur la Belgique en essayant de travailler là-bas. Et quel a été le rôle, finalement, quel a été le rôle de la France alors dans tout ça? Alors, le rôle de la France, alors j'y arrive. Hein. Donc, je termine juste le 2015. 2015, donc je suis victime d'une nouvelle tentative d'assassinat. Mon ami qui est en France, lui, il s'immolera par le feu. Alors, ce qui est très curieux, c'est que quand je dis c'est très curieux, c'est plus que curieux. Hein. J'ai mis des doutes aussi sérieusement. C'est que moi, je sais très bien que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat pour laquelle, d'ailleurs, la Belgique ne fera rien. Enfin, là aussi, on me prend pour un con. Quand on est dans une piscine, vous savez très bien que les caméras, elles sont là. Hein. Et quand vous êtes pris à la caméra, quelle que soit la caméra que ce soit, on la garde pendant 20 ans, la caméra. Même si on vous dit qu'on l'efface, on l'efface jamais. Surtout dans un lieu public. Hein. Je répète, là aussi, on prend les gens pour des cons. Donc, en réalité, si vous voulez, la Belgique ne fera pas d'enquête criminelle. Mon ami, 3 jours plus tard, lui, sera tout simplement, il s'immolera par le feu, il en décédera un mois plus tard quand ils essaieront de faire une comment dirais-je, bref, ils essaieront de faire une grève de peau, une grève de peau. Hein. Une grève de peau, merci, excuse-moi, je cherche mes mots. Une grève de peau, effectivement, il décédera en opération. Et en fait, j'apprendrai, c'est très curieux, que le dossier sera transmis le 15 octobre au moment où nous avons eu chacun des tentatives d'assassinat. Et donc, nous arrivons pour finir au Luxembourg. Nous arrivons donc en 2016. En 2016, ils me font toujours croire que c'est au juge d'instruction. Je viens voir, je fais une vidéo qui est dans Révélation fracassante d'un instant dans l'air, où je vois ce fonctionnaire qui me répond qu'il n'y a rien, il a toujours rien, alors que le dossier traîne depuis donc le mois d'octobre 2015 chez eux. Donc, ils m'interdisent la cité judiciaire. Je suis mise en prison, pas n'importe comment. Hein. Je suis mise en prison et Xavier Bettel demandera le 22 août comment faire, puisque je suis français, nationalité française. Et là, ça sera donc d'un pied commun, puisqu'il faut que la France soit d'accord. Donc, ça sera avec Hollande, qui me mettront en psychiatrie pendant 40 jours. Comme ça, ils voudront effectivement me faire passer pour fou et puis essayer de diluer l'affaire en disant « mais non, il raconte des conneries, ce mec-là ». Jean-Bernard Fourtillan va apprécier en écoutant ça. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. J'en avais honte à l'époque parce que, vous voyez, quand vous aviez ce genre d'affaires, vous vous dites comment est-ce possible? Oui, ça arrive. Ouais, ça arrive dans ce genre d'affaires. Alors, en 2014, en 2015, en 2019, on juge de l'irrecevabilité de ma demande au motif que j'ai fait cette constitution de partie civile au nom de mon ami. Absolument pas. Je l'ai fait en mon nom et en son nom, puisqu'il était l'héritier au moment des faits, ce qui n'est plus d'ailleurs aujourd'hui, puisque c'est moi qui récupérait les droits de plein de droits, parce qu'il voulait que je les récupère. Lui, il voulait pas être mêlé à une affaire criminelle. Il connaissait, je lui avais raconté tous les actes criminels dont j'ai fait l'objet. Donc, en réalité, si vous voulez, il m'a retracé ses droits. Mais c'est pas ça le plus important, parce que le plus important, c'est que à ce moment-là, si vous voulez, en 2015, il commence à comprendre qu'il a vraiment été victime d'actes criminels et qu'il a été victime donc d'un acte criminel par rapport à l'accident, qui a toujours trouvé ça très bizarre. Il a été victime d'un certain nombre de choses qui lui est arrivé et qu'il m'expliquera d'ailleurs, et son fils d'ailleurs m'expliqueront, sur la voiture qui est tout à fait déglinguée sans aucune raison, donc plus de frein, plus d'amortisseur, plus de ceci pendant toute cette période-là. Des roues dévoitées, les roues dévissées, voilà, ce genre de choses, quoi. Et puis, ça, c'était en 2015, on me racontera tout ça, et il dit, moi, je veux plus ça.
Et moi, donc, en 2016, je continue malgré tout à aller au parquet, après ma vidéo et après l'interdiction de Jeannot Nils, qui était donc avocat général, qui sera promu procureur général adjoint un mois plus tard et qui prendra ses fonctions quand j'étais justement dans cet hôpital. Alors, il faut savoir que j'ai fait 2 établissements. Le deuxième, d'ailleurs, dans le premier, ils m'ont donné des cachetons sur un médecin qui m'a vu 10 minutes à peine et qui a dit, bah oui, il faut le soigner. Il m'a donné des cachetons qui peuvent avoir des conséquences très importantes sur la perte de mémoire, sur les mots. D'ailleurs, des fois, je perds les mots que j'ai toujours assimilés. Et le deuxième, il dira non, mais je serai dans un environnement avec des assassins qui ne sont pas responsables en milieu ouvert. Vous voyez ce que ça veut dire. Ouais. Qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir quelque chose. Excuse-moi, oui. Franck. Sylvain, il nous reste combien de temps dans l'émission? Il nous reste 9 minutes. Ah non, ça n'ira pas plus, il faudra un peu plus de temps. Mais alors, en 2019, ils jugent l'irrecevabilité. Quand j'irai voir mon dossier, puisqu'ils doivent le montrer, ils me font voir que mes plaintes, donc rien dedans, sauf mes plaintes. Alors que bien sûr, il y a eu un travail de juge, il y a eu un travail de tout ça. Et à l'issue de ces 2019, c'est toujours en suspens, puisque comme ils m'ont montré que les plaintes, j'ai dit, écoutez, c'est pas grave, moi je ne juge pas de l'irrecevabilité. Donc il y a eu un report sine die et c'est toujours en souffrance. Maintenant, sur l'aspect français, à partir de octobre 2013, comme par hasard, lorsque je demande à M. Harter, commissaire de police du commissariat de police de Thionville, je demande la sécurité policière, je devrais le premier acte criminel en novembre. Les actes criminels vont s'agglutiner. Jusque en juillet 2014, où je suis victime de faux rendez-vous sur Paris avec des gens qui appartiennent d'ailleurs au service de l'État français. Et là, je prends le matin. Donc, le matin, je suis victime une semaine avant, je suis victime d'un premier acte criminel par des gendarmes français qui ont été identifiés, je tiens à le dire aujourd'hui, qui m'attendaient dans les bois. Et moi, comme je l'ai dit précédemment, je les ai vus de loin, j'ai compris, ils étaient avec un camion dans les bois, ils n'avaient rien à foutre là, j'étais en train de courir. Et en fait, j'ai pris un crayon bic et j'avais dans l'autre main donc une espèce de bombe lacrymogène. Et puis ils ont vu, le troisième qui était dans les fourrés, a vu que non seulement j'y allais pas en ayant peur, mais j'y allais encore plus vite. Et que lorsque je croiserai les 2 mecs, l'un dira, le chauve dira au petit bouclé, non, et je le regarderai, je lui dirai, t'as pas de couilles, Et là, ils deviennent blanc, bleu, et ils comprennent que j'avais compris. Bien sûr, ça aurait pu se terminer très mal, mais sauf qu'une semaine après, ça sera le Luxembourg qui remettra ça, toujours en courant, où là, je serai victime d'une autre agression avec une femme qui voulait me foutre une picouse dans le dos, et donc un mec qui avait une arme qui était déchargée. Donc je les immobiliserai et en courant, il y avait un type qui attendait, dans un Fiat Ducato qui arrive, et le mec qui mettra son silencieux pour me buter. Au moment où je partirai, je courrai, je jetterai l'arme, je pensais le donner à la police. Mais je suis victime aussi des services de la BAC, qui très vite, quand je porte plainte auprès des procureurs, nous sommes sur Arras, en Pas-de-Calais, je vais faire du vélo et là mes pneus crèvent. C'était donc un néon qui avait été certainement pilé. Mes 2 pneus crèvent et je m'aperçois que c'était une voiture et après je verrai que c'est une voiture de la BAC, matriculée 59, qui sera très vite partie ensuite. Ensuite, le matin, donc je serai donc sur Étanges-Grande, où là je verrai un camion dont j'ai donné l'immatriculation qui n'existe pas. Et le matin où j'étais en train de rédiger une plainte pour une constitution de partie civile parce qu'il y avait déjà eu une tentative d'empoisonnement par des gendarmes français avec des amis, avec une amie. Et donc, j'allais porter plainte, mais mon ordinateur était pourri, il était complètement incrusté. D'ailleurs, je travaille sur l'ordinateur d'une amie qui m'avait prêté et il était aussi pourri. Et donc, ils savent que je vais déposer cette plainte l'après-midi. Et donc, il y a un camion qui m'attend dehors. Et là, je me suis pas mis près de la porte parce qu'il m'attendait avec un pistolet taser, très certainement. Et l'autre m'attendait près de la porte. Alors, j'allais y aller, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des voisins qui rentraient. Et donc, ce camion qui a été, encore une fois, identifié, en tout cas, dont la plaque est une fausse plaque, qui est certainement une plaque du gouvernement, comme d'autres plaques, qui sont des plaques du gouvernement français,
C'était la France qui était à l'origine de cela. C'était encore la France qui était à l'origine. La France, dans ce moment-là, était déjà à la 2e ou 3e tentative d'assassinat. Avec Valls, qui aujourd'hui travaille quand même à BFM. Hein, faut quand même s'imaginer, non? Donc ce type, donc, ces deux types qui sont là, donc le camion part. L'après-midi, je vais déposer la plainte et là, j'en ai marre parce que j'ai un autre type qui me suit pour voir où je dépose la plainte, à quel tribunal pour éventuellement les services secrets français puissent le prendre. Et là, je prends une photo de lui, enfin, je prends une caméra qui est d'ailleurs sur ma chaîne Luxembourg Mafia éclaireur. Hein. Elle y est, hein, vous pouvez aller la voir. Je dis donc c'est Luxembourg Mafia éclaireur. Vous allez sur YouTube, vous tapez cette chaîne, vous verrez ce type à l'arrière que je prends, hein, très certainement qui appartient au ministère de l'Intérieur. En sortant, je suis à nouveau victime. Moi, j'ai été, je vous ai dit, hein, je les ai déjà dit, donc on va le dire maintenant parce que c'est un secret de Polichinelle, même les services secrets le savent, même si tout avait été effacé. En fait, j'étais au Liban dans les moments de guerre, hein, donc je connais très bien ce système de on vous coince quelque part pour vous buter. Donc il y avait deux camions qui étaient en train de me serrer quand je suis sorti après de la poste, qui étaient en train de me serrer. Je suivais la voiture faussement immatriculée, c'est-à-dire le type qui est là sur les caméras, hein, qu'on peut voir. Et donc, je vais m'arrêter jusqu'au Lidl des Tanges-Grandes, à l'époque, le vieux Lidl, parce que j'ai très bien compris que si je vais au-delà, c'est les bois, et là, il risque d'y avoir un problème. Alors, c'est pas que j'ai peur, mais j'étais pas armé, j'avais rien du tout. Oui. D'ailleurs, je tapais même sur le truc en disant si j'avais été armé, j'y serais allé. Ils le savent bien, mais ils l'ont compris. Là. Franck, je suis un peu désolé parce qu'en fait, c'est hyper intéressant tout ce que tu nous racontes, mais c'est difficile de résumer en moins d'une heure plus de presque 20 ans de... Tu m'avais dit 1h30, Bruno, tu m'avais dit 1h30. C'est pas évident. On ne peut pas faire ça en 1 heure parce que c'est tellement grave. Parce que les tentatives d'assassinat de la France ne sont après d'ailleurs, c'est la France qui prend le relais tout le temps. C'est-à-dire que la France a voulu que Juncker soit président de la Commission européenne. Elle avait tout intérêt. Toutes mes plaintes ont été mises de côté. La police avait pour mission de me criminaliser par tout moyen. Voilà la vérité qu'il faut révéler aujourd'hui, qui est un scoop pour vous. Il faut arrêter de dire que la police va bien. Ça va pas bien en France. Il n'y a rien qui va bien. Il n'y a rien qui va. Philippe, Philippe, as-tu des questions à poser 2021, c'est une sonorisation encore qui arrive, qu'on m'écoute encore. Et je suis persuadé qu'encore aujourd'hui, je suis écouté. Dans les néons, vous voyez, j'ai enlevé le néon. Voilà ce qui se passe. Et quand vous voyez ça, si vous voulez, vous vous dites ça va pas bien en France. Mais non, ça va pas bien en France. Quand la justice classe des tentatives d'assassinat où je suis victime d'une bombe de gaz en pleine ville d'Arras sur un truc, je dis je porte plainte. Il y a des caméras partout. Le procureur il voit rien. Hugues Vérène il voit rien. En 2017, Hugues Vérène, en décembre 2017, Hugues Vérène, il rencontrera, vous savez. Le maire de Pau, celui qui a été confronté à l'argent sale. François Bayrou. Ah, merci. François Bayrou qui lui dira, bon, poussez les plaintes. Je les mets de côté parce qu'il y avait une enquête en cours, puisqu'il avait essayé de me criminaliser dans des faux rendez-vous d'avocats. Dans des faux rendez-vous d'avocats sur Paris. Je donne les noms, je donne les listes des avocats. Alors, d'ailleurs, prochainement, je les mettrai en ligne. Attends, je pense que il faudra que tu reviennes dans une autre émission parce que il y aura vraiment des choses à détailler. Là, on était un peu pris par le temps, mais Philippe, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as une question à poser à Franck? Alors, pas vraiment de question, mais simplement une remarque d'ordre général, c'est que l'histoire qu'on entend, pour beaucoup de gens, c'est effectivement la mâchoire qui tombe, parce qu'on y croit à peine. Pour les personnes un peu plus averties, comme on en a quelques-unes au sein du CNTCH, non pas qu'on soit plus malin que les autres, mais on s'est fait raconter des histoires qui ressemblent furieusement à celles qu'on vient d'entendre. Alors que ce soit pour des questions, je dirais politiques, que ce soit pour des questions de pouvoir ou des questions évidemment financières. On peut citer des cas comme le professeur Kokomo qui était un universitaire qui a eu le mauvais goût de tomber sur un trafic de diplômes et qui lui a coûté des choses à peu près similaires à ce que vient de nous décrire Franck. On peut citer d'autres cas, etc.
Je voudrais revenir rapidement simplement sur M. Juncker. M. Juncker, ça fait pas l'ombre d'un doute chez personne normalement qui lit même la presse mainstream depuis 20 ans que ce monsieur, il a plus que des casseroles aux fesses. C'est-à-dire que l'histoire d'échanger une impunité contre la restitution des sommes, ça, je l'ai vu écrit dans l'Express il y a 20 ans. Hein. Donc, ça doit correspondre d'ailleurs à ce que vient de nous raconter Franck. Donc voilà, donc on n'est pas dans des nouveautés, mais monsieur Juncker, il a un pouvoir tel, chacun le sait, qu'il est capable de discuter avec les patrons des extraterrestres quand même. Hein. Alors, on peut en sourire et se dire que ce monsieur, il est peut-être pas dans la sobriété, ce que prétendent d'aucuns, mais ou ne pas en sourire pour dire, mon mieux, s'il est à ce niveau-là, on fait pas le poids, quoi. On est des jouets par rapport à eux. Et puis, une troisième remarque que je me fais, c'est que les montants des sommes qui sont en cause, qui ont été citées, hein, on est entre 20 et 30 millions selon les cas, ça correspond peu ou prou à ce que la mafia fait peser sur certaines entreprises françaises avec des méthodes qui sont tout simplement mafieuses, avec des gens qui sont pas forcément des politiciens connus, mais qui sont reliés à cela. Et moi, je me suis fait expliquer d'autres histoires où il était question de politiciens connus, très connus à l'époque, et qui étaient spécialistes de l'escroquerie d'entreprises et de couler les entreprises pour récupérer leur capital, etc. Et ça nous renvoie vers toutes les chambres de commerce, notamment, qui sont complices de ce genre de choses. Donc, je dirais, sous le soleil, rien de nouveau. Alors, par contre, ce qui est nouveau, c'est que ça se voit de plus en plus. Donc, le témoignage de Franck, il est très intéressant. Je pense qu'il a prévu de le mettre par écrit, noir sur blanc, parce qu'il y servira. Il faut absolument relier tous ces faits, être capable de dater, être capable de prouver aussi. Quand par exemple, tu dis, Franck, tu as identifié un véhicule de la BAC, moi, je suis infoutu d'identifier un véhicule de la BAC. Ce serait intéressant de savoir comment tu y es arrivé. Alors, tu as peut-être des expertises que moi, je n'ai pas. Hein. Donc voilà, il faudra pouvoir répondre à tous ces détails. Ça, on le dira pas en public. Hein. Ça, on le dira pas en public. Alors, oui, on va donner une explication à un moment donné. Il faut donner des explications parce que les gens vont pas comprendre. En réalité, si vous voulez, quand d'ailleurs Chloé, qui aurait dû faire passer cette interview, elle l'a pas fait passer, donc maintenant on va le dire. En réalité, si vous voulez, elle m'a demandé si j'avais travaillé. Tout le monde me dit, est-ce que vous avez été militaire? Mon passé, j'ai pas envie de le raconter parce qu'il y a encore des gens qui sont en fonction aujourd'hui. Et bien entendu, si je suis encore vivant, c'est parce que je connais toutes ces méthodes. J'ai été donc à un moment donné un élément dans renseignement pour la France, pour l'État français, qui j'étais très jeune, hein, j'avais 15 ans, qui par rapport à mes aptitudes physiques, hein, puisqu'à l'époque j'ai brigué un certain nombre de places au niveau, j'étais ceinture noire de karaté, j'avais passé championnat de France, championnat d'Europe, que j'ai tout arrêté pour pouvoir me consacrer à ça, pour mon pays d'ailleurs, et ça s'est très mal fini. Donc, je ne le raconterai pas parce que ça sera l'objet d'un bouquin qui sera peut-être un jour fait. Je le raconterai pas parce que ça s'est très mal fini, une fois de plus, à cause de ces politiques ripoux. Je répète, quand vous vous apercevez que vous ne servez pas l'État français, mais des politiques ripoux, ça montre à quel point ça ne date pas d'hier. Tu parles de cette période, on est dans c'est exactement, Franck, c'est exactement ce que dénonce l'association Place d'Armes, avec qui nous sommes maintenant bien liés. On est en 82-83, donc à 87, ça a duré jusqu'à 87. Hein. Donc, puis même au-delà, puisque j'ai servi mon pays, j'ai toujours voulu servir mon pays et j'ai donné du renseignement qui me paraissait nécessaire pour mon pays, hein, notamment après la guerre du Golfe. J'avais dit à Jacques Chirac j'avais fait dire, parce que moi j'avais fait dire à Jacques Chirac qu'il fallait une armée de métier. Et j'avais d'ailleurs dit à ce moment-là, c'est important de garder une souveraineté militaire. Et vous voyez, pour avoir été dans le cercle des officiers supérieurs il y a encore une quinzaine d'années, de plus en plus d'officiers, et j'en parle parce que là, ça fait directement, résonance avec le CNT, je voyais quand même beaucoup trop d'officiers qui étaient atlantistes. Hein. Il faut sortir de l'OTAN, je le répète. Hein. Il faut sortir de l'OTAN, très vite même. Et j'ai jamais voulu qu'on adhère. Alors à l'époque, les officiers supérieurs, quand on dit officiers supérieurs, c'était même des généraux, disaient oui, mais on n'a plus les moyens. Bah si, on avait les moyens et c'était pas de faire une armée de métier, c'était de faire une armée de métier parce qu'on devait intervenir sur des territoires étrangers, sur des territoires de plus en plus où là, c'était une honte en 91. Hein. On va pas rappeler la honte de la France avec des Jaguars qui pouvaient pas circuler la nuit, qui n'avaient pas de radar, qui n'avaient pas ceci, qui n'avaient pas cela. Hein. Des mensonges des satellites que j'ai d'ailleurs remis de manière confidentielle, qui n'étaient pas du tout vrais. Enfin, donc il y avait une redistribution stratégique à faire. Je ne sais pas si Jacques Chirac l'a fait parce que j'ai quitté complètement ce milieu-là, puisqu'après j'ai appris des choses qui n'ont pas plu du tout sur ces hommes qui nous représentaient. Donc, comme on dit, on pourra plus fonctionner de la même manière, évidemment.
simplement. Franck, Et- s'il te plaît, je te prie de bien vouloir m'excuser, mais nous sommes entrés dans la zone rouge du temps qui nous est imparti. Il va falloir revenir. Il va falloir revenir parce que c'est croustillant, c'est très intéressant. Vraiment que tu reviennes. Oui, et effectivement, tu as beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses à dire, bien sûr. Beaucoup de choses à dire de voir qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui est une république, mais plus que bananière. Ces gens-là n'ont rien à foutre. Ils n'aiment pas la France. Ils n'aiment pas les Français. Enfin, il faut que vous vous en rendiez compte. Valls, il veut juste avoir le pouvoir pour pas. Vous savez, je veux quand même vous donner un scoop avant de partir. Si Valls a fait en 2017, là, il a fait signer comme quoi la justice n'était pas indépendante, comme quoi la justice dépendait. Donc, c'était devenu, si vous voulez, une autorité. C'est pour deux raisons. Mon affaire et l'affaire du Bataclan. Mon affaire et l'affaire du Bataclan. On peut terminer sur ce teaser et te réinviter pour en parler plus tard, peut-être. Avec grand plaisir. Et j'ai encore des choses à dire sur la France parce que c'est tellement honteux que je ne reconnais plus mon pays. Il y a plus que le Bataclan, il y a Charlie aussi, puis il y a plein de choses encore. Il y a des choses qui se passent à Marseille, à Nice. Je peux pas tout dire. On en reparlera de Charlie. Voilà, exactement. On va prendre rendez-vous. Merci Franck, merci Bruno, merci Philippe. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition Canal Historique. Ce sera lundi. Merci de m'avoir reçu et bon courage. Merci beaucoup. Merci à toi, Franck. Les Français parlent aux Français. Mobilisation générale. Ensemble, libérons la France. Peuple de France, force publique, passe sanitaire et mesures Covid. Comment s'en libérer légalement? Le Conseil national de transition, CNT, Canal historique, c'est la voix du peuple. conseilnational.fr. Nous allons tout droit vers une guerre civile avec ses dangers mortels, car elle est manifestement provoquée. Une fois déclenchée, elle pourrait ne pas être contrôlée. Il faut réfléchir avant d'allumer un incendie. Or, il existe une solution légale et légitime qui préserve la paix civile. La solution, c'est le Conseil national de transition, CNT, Canal historique, qui permet de rallier les corps constitués, notamment les forces publiques, en toute légalité et légitimité, d'installer un nouveau mode de gouvernance transitoire légitime, de mettre en œuvre le programme de transition déjà validé par une émanation du peuple, de permettre aux Français, au bout de 2 à 3 années de transition, d'écrire eux-mêmes une nouvelle constitution pour un changement complet de système. Le Conseil national de transition CNT Canal historique, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni un parti politique, ni une religion, ni une secte, ni une milice. Le CNT Canal historique est composé de simples citoyens et totalement indépendants. C'est un organe de droit international public qui permet à un peuple oppressé de se libérer. Donc, suite à la disparition de la Constitution depuis au moins 2008, la France est soumise à une oppression notoire par des occupants sans droit ni titre, qui vont jusqu'à commettre des crimes contre l'humanité, dont un génocide. C'est pourquoi, en 2015, pour la France, des citoyens éclairés ont déclaré le CNT Canal historique à l'ONU. Le CNT Canal historique est alors devenu la seule autorité publique légitime représentant la souveraineté du peuple. Sa notoriété grandissante s'étend sur tous les canaux de diffusion d'Internet. Le Conseil national de transition Canal historique, une fois installé, est la solution qui va permettre de restaurer l'état de droit, de redéfinir les bases de la société française en créant un nouveau vivre ensemble, dans l'intérêt du bien commun, et ce, dès demain en France. Il permet au peuple de prendre enfin en main sa souveraineté, pacifiquement, indépendamment de tous les professionnels de la politique politicienne, et de retrouver une vie pleine, heureuse et abondante dans l'unité. Toute autre forme de prise de pouvoir serait qualifiée de coup d'État par l'ONU. Tous les Français, conscients de la situation de la France et du monde, sont donc les bienvenus au Conseil national de transition Canal historique pour défendre leurs droits au quotidien et pour participer au changement de paradigme. https://conseilnational.fr. Comment installer le Conseil national de transition CNT Canal historique? Pour cela, il faut continuer à rappeler aux Français que la Constitution a disparu et qu'ils sont victimes de fraudes antidémocratiques, scientifiques et d'agissements criminels des gouvernants illégitimes. Inviter tous les Français majeurs à proposer leurs compétences pour participer ensemble à la transition politique organisée par le Conseil national de transition Canal historique. Rappeler aux forces publiques leur devoir dans l'intérêt supérieur de la nation de sauvegarder la population et de libérer immédiatement les Français de l'oppression en mettant en place le CNT Canal historique. Voir que dit la Constitution sur https://conseilnational.fr. Enfin, demander aux Français d'en appeler aux forces publiques qui leur sont restées fidèles. Pour toute information, www.conseilnational.fr.